C'est désormais officiel. Joshua Ossie est candidat à la candidature du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle. Le suspense a été levé hier après-midi au cours de la convention régionale du SDF pour le littoral. Le premier vice-président a déclaré sa candidature en présence du truculent Jean-Michel Nitieux, le président régional de cette formation politique. Une déclaration de candidature qui a été fortement saluée par les délégués présents et les militants qui prenaient part à ces travaux. Pour le moment, Joshua Ossie est le seul à avoir officiellement déclaré ses intentions à cette importante échéance électorale. Une première dans l'histoire de ce parti politique qui n'a connu jusqu'ici qu'une seule candidature, celle de Nidjon Fondi. À 77 ans, le chairman du SDF est le seul à avoir toujours été le candidat de cette formation politique aux 4 scrutins qui ont vu sa participation depuis sa création en 1990. Est-ce à croire que celui qu'on présente comme le poulain de Nidjon Fondi bénéficie du soutien tacite de son président national? Certains militants le souhaitent en tout cas et d'autres par contre, ils sont d'ailleurs les plus nombreux, le pensent et l'avouent hors caméra. Des sources crédibles avaient laissé entendre que le député du Voré-Centre à l'Assemblée nationale rongeait déjà ses freins. Il aurait laissé entendre qu'il se sentait prêt à arborer le titre de chairman, quitte à faire de Nidjon Fondi le président d'honneur avec un salaire à vie. Une intention qui a malheureusement été étouffée dans l'œuf. Rappelé à l'ordre, il est rentré dans les rangs, du moins en apparence. Mais cela n'a en rien découragé ses partisans. Les choses ont-elles évolué entre-temps? Certainement oui, parce qu'on se rappelle que lors de la dernière réunion du comité exécutif national du SDF tenue à Bamenda les 13 et 14 janvier dernier, l'emblématique président fondateur de ce parti politique avait clairement exprimé sa volonté de se retirer. Mais sa décision de déposer sa candidature il y a près de 2 semaines lors de la conférence régionale du Nord-Ouest pour sa succession au poste de chairman est venue recadrer les choses. Donc je ne pense pas qu'on va aller à ce congrès pour se battre les uns contre les autres, mais mon souhait, et je pense que c'est le souhait de la majorité des militants du parti, c'est d'aller vers ce congrès, faire valoir un certain consensus. Donc il ne s'agit pas ici, loin de là, d'essayer de battre le chairman Nidjon Fondi. Pour l'instant, il est candidat à la présidence du parti. Je suis candidat à la première vice-présidence du parti. Je pense qu'on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Le principal parti de l'opposition ne connaît pas encore son candidat pour la course à la succession de Paul Biya à la présidence de la République. Mais cela ne saurait tarder. En principe, le voile sera levé lors du congrès national électif du SDF programmé les 22, 23 et 24 février 2018. Pour le prochain congrès électif national, il est clair que Nidjon Fondi est candidat à sa propre succession au poste de chairman, donc du président national du SDF, alors que Joshua Ossie est candidat à sa succession au poste de premier vice-président national. Les conférences des autres régions pourraient bien évidemment dévoiler d'autres prétendants. De 7204 réfugiés en décembre 2017, ils sont aujourd'hui 10 000 réfugiés camerounais au Nigeria. C'est ce qu'on apprend de William Spindler, porte-parole du HCR à Genève, qui s'exprimait sur la situation des réfugiés camerounais ayant fui les régions du nord-ouest et du sud-ouest vers le Nigeria du fait de la crise anglophone. Notons que certains réfugiés ne sont pas enregistrés, notamment dans les régions de Benue, Taraba et Akwa Ibom. Parmi eux, on dénombre des femmes et enfants. Une situation assez difficile pour les plus petits qui sont souvent contraints de travailler ou encore de mendier pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Le nombre de personnes qui fuient les régions anglophones du Cameroun vers le Nigeria augmente de jour en jour et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui est vivement préoccupé par la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants, qui représentent environ 80% des 10 000 réfugiés qui ont déjà été enregistrés dans l'état de Cross River au Nigeria. Le scénario de la crise anglophone est loin d'être un long fleuve tranquille pour les habitants des régions anglophones, car il ne se passe un seul jour de ce côté sans qu'une nouvelle vague de confrontation entre les forces armées camerounaises et les séparatistes de l'état imaginaire de l'Amazonie ne soit enregistrée. Le tout récent affrontement en date entre les sécessionnistes et l'armée du pays remonte à jeudi
jeudi dernier dans les localités de Kumbo et Ekok, où des hommes non identifiés en moto ont ouvert le feu sur le véhicule d'une patrouille de gendarmes avant de prendre la fuite. Bilan de l'attaque, un mort du côté de la mairie, en l'occurrence de l'adjudant Gangyogi Robert, et un maréchal des logis grièvement blessé, admis à l'hôpital de Kumbo. Rappelons que depuis novembre 2016, plus d'une dizaine de soldats camerounais ont trouvé la mort et l'on enregistre ainsi des milliers de déplacés dans cette partie du pays. Pour l'heure, on se demande à quand la fin de la terreur, à quand le retour à la paix dans le septentrion et les zones anglophones du Cameroun. Célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier, la Journée internationale de la lèpre est une occasion pour les différents organismes de mieux faire connaître les problèmes liés à cette maladie. À la léproserie de la Dibamba, on s'active comme on peut. Pour ce 28 janvier, le programme s'annonce sobre. Comme tous les dimanches, on a la messe à 8h qui est une messe d'action de grâce. Et puis après, on a souvent des groupes, des associations, des personnes de bonne volonté qui viennent nous assister par des dons. Au Cameroun, le taux de prévalence de la lèpre est faible, ce qui fait que la maladie ne constitue plus un problème de santé selon les indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé. Mais cela ne veut pas pour autant dire que la maladie est totalement éradiquée. C'est la raison pour laquelle des efforts devraient davantage être faits par le gouvernement pour atteindre cet objectif. Ce qui passe notamment par la sensibilisation et l'encadrement des personnes atteintes de lèpre. Ici au Cameroun, le taux de prévalence est faible, donc par définition ne constitue plus un problème de santé publique, mais ça ne veut pas dire que la lèpre est éradiquée. Or, l'amalgame a souvent été fait et beaucoup de personnes dans nos populations camerounaises pensent que la lèpre est éradiquée au Cameroun, qu'il n'y a plus de nouveaux cas de lèpre, ce qui est faux. Donc en 2017, par exemple, on a eu 38 nouveaux cas de lèpre. Je pense que ce mois de janvier, ici, je crois que j'ai déjà 4 ou 5 nouveaux cas de lèpre. Donc où se situe le problème, c'est qu'à partir du moment où on pense que la lèpre est éradiquée, il n'y a plus des budgets de fonctionnement pour prendre en charge la maladie. À la léproserie de la Dibamba, les solutions pour l'éradication de la lèpre au Cameroun ne manquent pas. Il faudrait au niveau national revoir la formation du personnel infirmier, médical, les spécialistes, de sorte que même un technicien, des techniciens de laboratoire, de sorte qu'en équipe pluridisciplinaire, on puisse s'occuper de prendre en charge les malades précocement par un bon diagnostic et un bon suivi, notamment une bonne prise en charge des complications. Créée en 1954, la léproserie de la Dibamba était essentiellement dédiée aux malades porteurs de lèpre, mais elle s'est ouverte au fil des années au traitement des plaies à cause du fait que beaucoup de malades en sont victimes. La léproserie de la Dibamba s'occupe également des malades non lépreux. C'est la raison pour laquelle un service de consultation et un laboratoire ont été créés en son sein. C'est un centre social qui dépend de l'archidiocèse catholique de Douala, mais reste ouverte aux bonnes volontés. Déficit criard d'inspiration technique, inefficacité et parfois malchance dans la consécration des rares opportunités de buts vendangés par des joueurs de niveau plutôt moyen. La bande à Rigobert Song a quitté la compétition par la petite porte. Les 2 premières sorties auront suffi à sceller le destin des A' dans ce 5e championnat africain des nations qu'abritait le Maroc. 2 défaites enregistrées avec des scores étriqués, certes, 0 but contre 1 face à un Congo pas terrible et autant contre l'Angola. C'est dire si les A' n'assimilaient pas leurs leçons. Et ce n'est pas le piètre et sans saveur, match nul, 1 but partout obtenu de manière laborieuse devant le Burkina Faso qui changera quelque chose. Jamais l'équipe nationale A' n'avait réalisé piteuse performance. C'est donc dire que la cuvée Rigobert Song rentre dans l'histoire de la pire des illustrations. L'emblématique et ancien capitaine des Lions indomptables n'envisageait et n'imaginait certainement pas un tel scénario, surtout au vu de la confiance affichée par ses poulains, mais davantage le comportement des bébés lions au cours des éditions précédentes. Lui qui revient de très loin, après un accident vasculo-cérébral qui a failli lui coûter la vie, vient d'échouer lamentablement à son premier casting en compétition internationale en qualité de sélectionneur. Et même son Hemley n'a rien pu y faire. Grosse désillusion donc pour le Magnan national, l'unique footballeur africain à avoir participé à 8 Coupes d'Afrique des Nations. Une occurrence qui sied bien à l'aphorisme selon lequel
Être footballeur de renom ne présage pas automatiquement une carrière de brillant manager. Lui qui, très confiant, ambitionnait de faire plus que les éditions précédentes en passant le cap des quarts de finale, et bah zut, il a fait pire, tout simplement. Du coup, toute la littérature abondante sur son aptitude à succéder à Hugo Broos à la tête des Lions indomptables s'en trouve fortement diluée dans un amas d'insuffisances d'ordre technique et managérial. Si au rang des éléments explicatifs de la débâcle précoce des Lions à prime, figure en bonne ligne le manque de compétitivité et de structure d'encadrement, notamment un championnat national sérieux et bien organisé, il reste et demeure pertinent que Rigobert Song essuie les reproches techniques regroupés dans des choix largement inefficaces et donc critiquables. Des insuffisances qui émanent du faible niveau de jeu produit, symbolisé par l'inefficacité offensive qui en découle. Et ce n'est pas son parcours glorieux qui va l'y soustraire. Niet. Car il faut bien faire la part des choses. En définitive, cette contre-performance a ceci de positif qu'elle permet de revenir sur terre et d'esquisser froidement le chemin à parcourir pour prendre les rênes de l'équipe nationale. En clair, il faut faire ses classes. Rigobert Song doit faire ses classes et pour l'instant, il en est encore loin. L'ascension à l'équipe nationale doit être la conséquence logique des résultats brillants obtenus ailleurs et non de l'image de vainqueur que l'on garde d'un héros. Entraîner le Cameroun constitue en cela une promotion, car au-delà de toute volonté de nationalisation, un devoir de traçabilité et d'exemplarité s'impose à tous et pour tous. Deschamps, Zidane, Guardiola, Blanc et Tessera ont tous fait leur classe, leur preuve. Thank you.